Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la Commission des Affaires étrangères, Messieurs les vice-présidents, chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Didier Rolland-Tabuteau, vice-président du Conseil d'État, que nous avons invité à présenter l'étude annuelle que le Conseil d'État a récemment publiée et qui porte cette année sur la notion de la souveraineté, notion fondatrice de l'État et de l'ordre international, mais aujourd'hui questionnée à divers titres. En effet, comme l'indique l'étude du Conseil d'État, l'exercice de la souveraineté par l'État et par les représentants du peuple est aujourd'hui mis en cause à l'extérieur par les interdépendances économiques mondiales, les rapports de force internationaux ou encore les défis globaux tels que le dérèglement climatique, mais aussi à l'intérieur par la crise de la démocratie représentative. Or, parallèlement et paradoxalement, le discours politique décline de plus en plus la souveraineté au pluriel, l'invoquant aussi en matière énergétique, numérique, sanitaire ou encore alimentaire, le plus souvent à l'échelon européen. C'est pourquoi il a paru utile de vous solliciter pour un échange avec les trois commissions sénatoriales intéressées, la commission des lois, celle des affaires étrangères et celle des affaires européennes, et je vous remercie de l'avoir accepté. Au nom de la commission des affaires européennes, permettez-moi de me concentrer sur vos constats et recommandations concernant la meilleure articulation entre la souveraineté nationale et l'intégration européenne. La construction de l'Union européenne repose en effet sur le choix libre de ses États membres de partager ensemble leur souveraineté en certains domaines, dans l'espoir que cet exercice partagé apporte une valeur ajoutée et fasse même émerger une forme augmentée de souveraineté à plus grande échelle. L'incantation en faveur d'une souveraineté européenne sous l'impulsion de la France a pris corps dans la déclaration de Versailles au lendemain de l'agression de l'Ukraine par la Russie, pour devenir progressivement admise par l'ensemble de nos partenaires européens. J'ai même eu lundi dernier la surprise, lors d'une réunion en format Weimar qui se tenait à Berlin entre commissions des affaires européennes des parlements allemands, polonais et français, de voir mon homologue allemand proposer lui-même de retenir le mot souveraineté au lieu d'autonomie stratégique dans la déclaration que nous avons élaborée entre présidents de commission, puis publiée à l'issue de la rencontre. Dans le volet européen de son étude annuelle, le Conseil d'État insiste sur deux dimensions. D'une part, l'articulation entre souveraineté nationale et européenne, qui repose sur le principe de subsidiarité. D'autre part, le vecteur de puissance renouvelée que peut représenter la souveraineté exercée au niveau européen. Votre rapport valorise l'importance du respect du principe de subsidiarité, mais il est presque silencieux sur l'action des parlements nationaux en ce domaine, alors que les traités européens leur confient une responsabilité particulière à cet égard et qu'ils se trouvent souvent bien seuls à défendre. Je rappelle qu'à l'initiative du Sénat, un groupe de travail interparlementaire a été constitué sous présidence française au sein de la conférence des organes spécialisés dans les affaires de l'Union, c'est-à-dire la COSAC, pour proposer des moyens permettant de renforcer le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. Son rapport de juin 2022 plaide pour simplifier les règles de déclenchement du contrôle de subsidiarité par l'allongement du délai imparti pour ce contrôle et l'abaissement du seuil de déclenchement de ce qu'on appelle le carton jaune, mais aussi pour instaurer un droit d'initiative législative des parlements nationaux, carton vert, ou encore institutionnaliser un droit de questionnement écrit des parlementaires nationaux à l'égard des institutions européennes. Alors je dois dire que cette façon de voir les choses a du mal à émerger, parce que nos partenaires sont les parlements nationaux, mais notre partenaire aussi est le Parlement européen, et qu'on a la fierté d'une petite victoire récemment, puisque dans la dernière COSAC en Hongrie, à Budapest, nous avons réussi à passer des amendements dans la déclaration finale qui permettent de valoriser ce travail, ce qui n'était pas le cas depuis un certain temps. Monsieur le Premier vice-président, quelle est votre vision du rôle des parlements nationaux dans la défense du principe de subsidiarité et comment réagissez-vous à ces propositions? L'étude annuelle insiste aussi sur la part que l'exécutif devrait prendre également dans le contrôle du principe de subsidiarité et dans la préservation des compétences nationales en matière de sécurité nationale, notamment par l'insertion d'une clause bouclier dans les nouvelles législations européennes en ces domaines.
Cela me semble essentiel. Concrètement, comment mieux impliquer le Conseil dans le contrôle de subsidiarité? Plus globalement, comment, selon vous, l'inciter à se montrer aussi plus vigilant sur la base juridique retenue par la Commission pour fonder une initiative législative sur le choix de l'instrument juridique, règlement ou directive, et sur l'opportunité du recours aux actes délégués et aux actes d'exécution? L'empiètement de l'Union sur la souveraineté nationale semble par ailleurs alimenté par l'interprétation constructive des traités européens que fait la Cour de justice de l'Union européenne. Au vu de cette tendance, la Cour de justice peut-elle jouer le rôle d'arbitre que mentionne votre rapport? Pourquoi le Conseil d'État s'est-il jusque-là refusé de contrôler l'intervention de la Cour de justice de l'Union européenne ultra vires, c'est-à-dire de vérifier, comme le fait par exemple la Cour constitutionnelle allemande, que la CJUE n'excède pas ses compétences? Enfin, croyez-vous que le dialogue des juges peut suffire à amener la CJUE vers une meilleure reconnaissance de la marge nationale d'appréciation des États membres dans leurs domaines de compétences les plus sensibles, comme le fait d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme? Permettez-moi enfin de vous interroger sur l'ambition que propose votre rapport de faire du niveau européen un vecteur de puissance renouvelée. Quelques brèves questions à ce sujet. Pouvez-vous préciser ce que serait la méthode coordonnée que votre rapport préconise au niveau européen pour travailler moins en silo et de manière plus pragmatique? Quels seraient les avantages de la codification du droit de l'Union européenne que vous recommandez? Et ne craignez-vous pas, au regard de l'expérience de notre propre processus de codification, qu'elle soit trop lourde à mettre en œuvre? Enfin, dernière question, mais non des moindres. N'est-il pas paradoxal que votre étude annuelle insiste sur le respect de la souveraineté, tout en plaidant pour l'extension du vote à la majorité qualifiée du Conseil? Je vous remercie. À mon tour de prendre la parole après ces nombreuses questions, mais j'en aurai moi-même une seule. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette configuration, vous l'avez compris, à 3 commissions, pour évoquer cette nouvelle étude du Conseil d'État qui a pris à bras-le-corps une réflexion sur une question difficile, mais essentielle, qui est celle de la souveraineté. C'est une étude très complète que vous présentez, qui procède à un constat qui ne peut être que partagé, à mon sens. La souveraineté est l'attribut même de l'État, sans lequel il ne serait pas, mais qui est questionné par d'autres formes de pouvoir, les organisations internationales gouvernementales, les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, à commencer, on le sait, par les GAFAM. Dans ce contexte, il y a des questions essentielles de cohérence de l'action juridique et juridictionnelle de la France avec celle des organisations internationales auxquelles notre pays a volontairement choisi de participer. Et avec pour corollaire de se soumettre aux orientations ou aux obligations qu'elles mettent en place. Vous avez clairement mis en lumière dans cette étude les tensions que cette appartenance révèle, notamment s'agissant bien sûr de l'Union européenne. Nous y reviendrons au cours de cette audition, compte tenu des questions formulées par mon collègue Jean-François Rapin et sans doute aussi par Rachid Temal au nom de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Mais vous vous êtes aussi exprimé dans cette étude sur les modalités de l'expression démocratique. C'est une question, vous l'imaginez, qui est au cœur de la réflexion du Parlement. Plusieurs travaux du Sénat, notamment sous l'autorité du président Larcher, ont été conduits sur cette thématique, et votre étude y fait d'ailleurs référence. Je voulais aussi mettre en exergue ce matin la plateforme des pétitions mise en place par le Sénat depuis 2019, qui offre un espace d'expression et de proposition aux citoyens et qui a donné lieu à l'examen par le Sénat de plusieurs textes législatifs ou à la mise en place de travaux de contrôle spécifiques. Il y a, je crois, un équilibre nécessaire à trouver entre l'expression démocratique directe et l'expression de la démocratie représentative, qui est à ce jour, en tout cas je me permets de le dire, le meilleur système que l'on ait trouvé, même s'il est évidemment toujours améliorable. Et si l'exercice de la démocratie directe peut sans doute être renforcé, pour qu'elle fonctionne, il faut impérativement qu'elle soit éclairée. Or, on constate tout ce que le monde actuel permet de manipulation de l'information et de tentatives menées par certains acteurs étatiques, para-étatiques, voire criminels, pour tirer profit de ces dispositifs démocratiques. C'est une préoccupation que vous avez examinée spécifiquement en proposant de créer un espace civique de confiance numérique qui permettrait, si je l'ai bien compris, de mettre à disposition des éléments de débat préalablement à une consultation référendaire. J'aimerais que vous puissiez approfondir devant nous cette proposition en nous indiquant comment, en pratique, vous voyez la mise en place et l'administration quotidienne de cette innovation. J'avais promis une seule question et ce sera la seule. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Je me réjouis à mon tour de cette discussion commune de votre rapport et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté l'exercice. Il est vrai que pour notre commission, mais je crois que globalement pour notre pays, c'est un sujet plus que jamais d'actualité que porte votre rapport. La situation stratégique du continent européen, surtout depuis la dernière élection présidentielle américaine, mais aussi dans un climat, j'ai envie de dire, géopolitique des plus instables et des plus belliqueux, pose à nouveau la question de l'organisation de notre défense et nos alliances à l'échelle pertinente. Le rapport conjugue bien les aspects juridiques et politiques des questions touchant à la souveraineté, mais les passages sur l'accroissement des interdépendances de fait, sur le caractère théorique, entre guillemets, des réserves de souveraineté, comme vous l'appelez, ménagées aux États compte tenu de la lourdeur des procédures, ou encore sur l'effet cliqué des compétences de l'Union européenne, tenu à un volontarisme, comme vous le dites, semble parfois démontrer la supériorité des faits communautaires sur le droit national. La souveraineté européenne est encore, à ce stade, j'ai envie de dire, un motif de rhétorique, politique en tout cas. Mais vous nous direz sans doute, Monsieur le Vice-président, dans quelle mesure elle peut se concrétiser juridiquement. Dit autrement, à partir de quand le transfert progressif, par petits pas, de compétences à l'échelle communautaire conduit-il à attribuer, quoi qu'il en dise, qu'en disent les traités, des pans de souveraineté entiers? Après la directive sur le temps de travail des militaires, nous avons une illustration, notamment pour notre commission, plus claire sur ce problème en ce moment avec le projet EDIP. Notre commission a déjà rendu, après ça les affaires européennes, un avis critique sur son aspect, sur le principe même de subsidiarité, puisqu'il s'immisce dans l'organisation de la défense en prétendant améliorer le fonctionnement du marché intérieur pour des motifs certes légitimes, l'aide à l'Ukraine, l'efficacité de l'urgence, mais qu'en tout cas nous interroge, convenez-en. On aurait tort de ne vouloir réduire ces questions qu'à de l'explication théorique parce que la réponse que l'on apporte permet d'attribuer la compétence de donner l'ordre de tuer ou de mourir. C'est ça dont il s'agit pour la collectivité et donc pour l'État à ce stade et pour la nation, ce qui n'est pas rien. Ma dernière question s'adresse ainsi au monde des juristes, mais elle concerne la vie collective de manière très tangible. Le projet de communauté européenne de défense a donné lieu en 1954 à un débat houleux, controversé, j'ai envie de dire, notamment entre juristes de l'époque. Je pourrais citer Bourdeau, Capitan d'un côté, mais Vedel ou Reuter de l'autre, notamment dans les colonnes du Monde. C'était un débat qui aujourd'hui, je crois, trouve une vive actualité de par le projet directif que j'évoquais, donc notamment c'est à l'époque dans les colonnes du Monde. Donc quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce débat-là à l'aune à la fois de votre rapport et puis de la situation telle que nous l'évoquons, donc à la fois cette capacité, bien sûr, à chaque État de garder sa capacité à agir sur le champ, j'ai envie de dire, militaire, et puis celles et ceux qui évoquent la question de cette souveraineté et cette capacité qu'aurait l'Union européenne de porter ce débat-là. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, merci de cet accueil aujourd'hui. Nous sommes très honorés de pouvoir venir présenter devant vous notre étude annuelle sur donc le thème de la souveraineté. Permettez-moi un propos préalable, peut-être pour la replacer dans son contexte, dans la façon dont nous travaillons, et puis ensuite, avec les collègues qui m'ont accompagné, nous essaierons de répondre à vos questions dans la mesure où nous le pouvons, compte tenu de notre mode de travail. Je crois que cette rencontre est pour nous très importante parce que nous nous réjouissons chaque fois que les relations entre les assemblées, le Parlement et le Conseil d'État peuvent être renforcées. Je crois que c'est bon pour le fonctionnement des institutions en général. Et d'ailleurs, chaque fois que le Conseil d'État est saisi, j'en profite pour le dire, pour consultation, pour avis d'une proposition de loi, nous nous en réjouissons. Et récemment, nous avons pu pratiquer cet exercice sur une proposition de loi organique évidemment extrêmement importante. Et par ailleurs, des délégations, des commissions viennent régulièrement au Conseil d'État et nous nous en réjouissons et nous espérons pouvoir poursuivre ce travail commun. Je suis donc ce matin accompagné de Martine de Boisdef, présidente de la section des études de la prospective et de la coopération, de Fabien Reynaud, le président adjoint de la même section, et de Mélanie Villiers, qui était sa rapporteure générale adjointe pour la rédaction de l'étude sur la souveraineté, pour qu'on puisse répondre très précisément à vos questions, puisque ce travail d'étude est un travail collégial, je le rappelle, par la section,
avec de très nombreuses auditions, travail évidemment de rencontres et de documentation, et puis une délibération de la section, et ensuite une délibération de l'Assemblée générale. Et donc les limites à nos propos seront simplement ceux que nous ne pouvons parler qu'au nom de ce qui a été délibéré par l'Assemblée générale. C'est la voix du Conseil d'État et pas la voix de l'un ou l'autre d'entre nous. Alors, sur l'étude annuelle, c'est une étude qui, pour le Conseil d'État, a une importance particulière. Nous pouvons produire des études à la demande du gouvernement. Nous le faisons chaque fois qu'il le souhaite, notamment sur la simplification du droit. On est aujourd'hui engagé dans un gros travail sur ce domaine. Mais l'étude annuelle a un statut particulier puisque le récent décret de mars 2024 qui a donc transformé la section du rapport et des études en section des études de la prospective et de la coopération prévoit que dorénavant cette étude annuelle est présentée lors de notre rentrée, qui est une innovation au mois de septembre, et donc elle acquiert un rôle un petit peu particulier. Et les dernières études que nous avons faites ont une cohérence que je tiens, je crois, à souligner dans leur enchaînement. Il y a une étude sur le dernier kilomètre, c'est-à-dire la façon dont les politiques publiques peuvent atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire le service aux usagers et à l'ensemble des membres de la collectivité nationale. Notre étude qui a lieu sur la souveraineté que nous vous présentons, et l'année prochaine, nous travaillons en ce moment pour une étude sur le temps long, la façon dont l'État et la collectivité sont en mesure de s'engager sur le temps long, de produire des politiques à long terme, sur des sujets qui sont quand même très liés, bien évidemment, au sujet de la souveraineté. Donc c'est pour ça que je le cite, c'est un peu en complément de ce que nous faisons. Alors, pour revenir sur l'étude de la souveraineté, l'étude de la souveraineté répond à donc un double besoin citoyen, comme vous l'avez souligné, Mesdames et Messieurs les Présidents, celui de participer démocratiquement à l'orientation et à la conduite d'un État souverain pour l'ensemble de notre population et de garantir que les choix établis démocratiques puissent se concrétiser. Et on le sait, ce terme de souveraineté est accompagné de plus en plus fréquemment, et c'était beaucoup moins vrai par le passé, d'adjectifs. La souveraineté numérique, la souveraineté agricole, la souveraineté sanitaire, etc., qui montrent que le sujet a une actualité qui est absolument évidente, je crois, pour tous. Alors, elle porte sur des interrogations fondamentales, à commencer par la manière dont un peuple assure son indépendance et décide de son destin. C'est d'ailleurs au cœur de la notion, car la souveraineté, c'est ce que nous avons résumé, c'est la liberté pour un peuple de choisir son destin. Et donc les éléments qui permettent cette liberté sont évidemment des éléments fondamentaux. Alors juridiquement, la souveraineté se manifeste par la supériorité de la Constitution, et nous le redisons très clairement. Chaque nation choisit les règles qui l'organisent et fonde son État, et l'intégration de la France dans l'ordre international comme dans la construction européenne, n'a pas modifié cet élément. La Constitution prime en effet sur les traités en vertu d'une jurisprudence absolument convergente et qui a été explicitée tant par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, que le Conseil d'État dans des décisions qui se sont prononcées depuis la fin des années 1990 de façon explicite. La France respecte les traités internationaux qu'elle a conclus et le juge s'assure de ce respect, justement parce que la Constitution le prévoit explicitement. Et c'est ce que nous avons rappelé dans une décision d'Assemblée du contentieux. Plusieurs décisions ont marqué cette affirmation, mais notamment la décision du 21 avril 2021, précisant au contentieux que le Conseil d'État écarterait l'application d'un acte de l'Union qui aurait pour effet de priver de garantie effective une exigence constitutionnelle. Ce n'est pas la voie de l'ultra vires retenu par les juges allemands, mais c'est un champ qui a absolument le même effet dans la conception qui a été faite, c'est la décision du 21 avril 2021, French Data Network. Enfin, l'étude rappelle ce qui se trouve au cœur de notre Constitution, eu égard à la souveraineté, et évidemment l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Ainsi, le peuple souverain, lorsqu'il agit en constituant, a le dernier mot nécessairement, quelles que soient les injonctions juridiques ou les textes juridiques qui s'appliquent. La France est un État souverain, mais cette souveraineté peut être affermie pour faire face aux grands défis contemporains qui se posent à notre pays. Ces défis relèvent d'abord de l'accroissement des dépendances et des interdépendances, comme vous l'avez rappelé dans vos propos, liés notamment à la mondialisation. Menaces épidémiques, dérèglements climatiques, tensions entre les États et bien sûr retour aux résurgences des guerres mettent à nu un certain nombre de faiblesses sectorielles qui affectent les États. Et d'ailleurs, dans les adjectifs qui
qui sont accolés. Très souvent, on fait écho à ces difficultés, sans négliger, bien sûr, comme on l'a développé dans l'étude, la montée en puissance de nouveaux acteurs non étatiques, comme les grandes fondations ou les géants du numérique, qui ont un rôle assez nouveau dans l'ordre international. Un deuxième grand champ de défi est celui de l'intégration européenne, bien évidemment, qui permet aux États d'additionner leur puissance, en tout cas c'est l'objectif, mais qui crée aussi des frustrations, dues notamment à l'effet cliquet que vous avez rappelé, Monsieur le Président, de la construction européenne. Un transfert de compétences vers l'Union n'est que rarement remis en cause. Troisième pan de la crise de la représentation traditionnelle qui conduit à réinterroger les modes d'expression démocratiques et les moyens d'intéresser les citoyens, de les faire participer aux décisions publiques, car bien sûr la démocratie s'étiole si les citoyens s'en détournent. Alors face à ces constats, très rapidement, 3 messages qui seront déclinés comme vous le souhaiterez. Premier message, la souveraineté, donc je le disais, la liberté de choisir son destin pour un peuple suppose une citoyenneté active, et l'étude a essayé de rassembler, d'évoquer à travers les entretiens que nous avons eus un certain nombre de pistes. Bien sûr, renforcer l'esprit de défense des citoyens, et aujourd'hui cette question est évidemment d'une actualité brûlante. L'intérêt pour les décisions politiques également, avec le renforcement des référendums locaux, ou encore le vote préférentiel, qui permettent, dans certaines limites et dans certains cas, d'intéresser davantage les citoyens aux décisions publiques. L'étude invite également à développer tout ce qui concourt à la formation de l'esprit civique des citoyens, notamment en renforçant encore l'enseignement civique, qui est à la base évidemment de la construction de cette citoyenneté, et en corollaire à garantir les conditions d'existence d'une information fiable, indépendante et pluraliste. Deuxième message, pour aller très vite, pour renforcer notre puissance, il faut améliorer l'articulation nécessairement complexe entre l'Union européenne et des États souverains. Alors évidemment, c'est un sujet qui est assez vite technique. La France participe à l'Union européenne parce qu'elle l'a choisi, mais puisque la souveraineté appartient au peuple qui se définit depuis plusieurs siècles dans le cadre de l'État-nation, le dépassement des frontières ne peut se faire sans précaution. Il s'agit de s'assurer que l'Union ne remette pas en cause les intérêts fondamentaux de notre nation et que chacun exerce ses compétences avec mesure et, disons, considération réciproque. Nous recommandons en particulier donc d'améliorer la production normative, un sujet qui nous intéresse au premier chef, en s'assurant plus strictement du respect de principes de subsidiarité, principe affirmé par les traités, mais qui n'est pas toujours très commode à mettre en œuvre, en associant les États dès le choix de l'instrument juridique par la Commission. Et ça, c'est un élément qui, en tendance, est très important parce qu'on voit que les règlements supplantent progressivement les directives dans le droit dérivé, ou encore en inscrivant dans un nombre plus important de textes de droit dérivé, comme ça se pratique déjà dans certains secteurs, une clause bouclier, vous y avez fait référence, Monsieur le Président, qui rappellerait que les dispositions du texte ne portent pas atteinte aux fonctions essentielles de l'État, notamment en matière d'ordre public, de sécurité nationale et d'intégrité territoriale. C'était prévu par les traités, mais le rappeler dans chacun des textes pourrait sans doute conforter l'interprétation qui en est faite, notamment par la Cour de justice de l'Union européenne. Nos recommandations portent également sur des propositions vers la Cour de justice de l'Union européenne et invitent à affirmer la marge d'appréciation qui doit être laissée aux États membres, en tout cas dans certains secteurs. Elles portent également, ces recommandations, sur les différentes manières dont les États membres peuvent agir ensemble pour peser dans les relations internationales. Et c'est l'idée de développer, de renforcer la méthode d'action coordonnée sur laquelle on pourra revenir, reposant sur la fixation d'objectifs stratégiques communs et de conciliation de politiques qui parfois peuvent être un petit peu contradictoires. L'exercice de cette puissance commune suppose alors toujours des échanges réguliers entre les États membres et les institutions européennes. Et nous avons envisagé et évoqué que ça pourrait se faire autour de la présidence du Conseil européen et par les commissaires européens, de façon à associer pleinement les parlements et les autres responsables nationaux. C'est un souhait. L'exemple qui a été donné par la négociation sur le Brexit, où les négociateurs européens ont d'abord veillé à la solidarité entre les États membres, est sans doute une source d'inspiration. Je le dis et j'y insiste, notre étude, et c'est peut-être à la fois sa limite, mais un choix qui a été fait compte tenu de l'ampleur du sujet, nous l'avons faite à traité et à constitution constant. Nous n'avons en aucun cas proposé, on aurait pu avoir une étude qui soit prospective, sur imaginer des évolutions, mais le choix qu'on a fait, c'est d'avoir une étude qui soit la plus opérationnelle possible, dans l'état des traités et de la Constitution, et donc ça explique que certaines des pistes que vous avez évoquées ne soient pas proposées, on a juste fait un commentaire sur la majorité qualifiée, sur lequel Fabien Reynaud pourra revenir.
Troisième axe de proposition, construire une doctrine de la souveraineté pour inscrire son exercice dans une stratégie de long terme. Évidemment, cette proposition sera renforcée, revue à travers l'étude que nous menons pour l'année de 2025. Cette doctrine doit permettre, dans des sujets fondamentaux, de développer des politiques publiques dans la durée en mobilisant des moyens et de dépasser les aléas budgétaires, les contingences, s'inscrire dans la durée. Cela suppose d'abord une cartographie des secteurs essentiels. On ne peut sans doute pas le faire dans tous les secteurs, mais il y a pour chaque pays des secteurs essentiels à sa souveraineté. Donc cette cartographie, et ensuite de fixer un cap, un échéancier, des moyens associés qui peuvent reposer sur une programmation pluriannuelle et sans doute ne pas négliger certains sous-jacents. Et là, je pense en particulier à la nécessité d'une formation scientifique et technique qui permette de disposer des personnes aptes à porter et à traduire dans les politiques et dans notre économie les progrès de la science et de la technologie dont on sait qu'ils sont extrêmement mouvants, extrêmement, qu'ils pèseront sans doute de plus en plus à l'avenir sur les questions de souveraineté. Enfin, dans chaque secteur, il y aurait sans doute lieu, en tout cas c'est notre proposition, de désigner un ou des pilotes, un groupe de pilotes qui soit clairement identifié par les autres acteurs et qui soit reconnu dans sa légitimité. Cela permettrait de se projeter dans le temps long, qui est donc le thème de l'étude sur laquelle nous travaillons actuellement. Il a également semblé au Conseil d'État, pour terminer, que c'était la condition d'un tel travail à l'échelle nationale ou européenne pour préserver notre souveraineté, que notre pays pourrait du mieux possible relever les défis auxquels il est confronté, continuer à faire entendre sa voix singulière dans l'ordre international. C'est également à cette condition que nous pourrons nous projeter à l'échelle des décennies et retrouver des leviers d'action pour décider de notre destin, c'est-à-dire exercer, comme je disais, pleinement notre souveraineté. Mais la question qui découle de cette ambition est celle du destin que nous voulons nous donner, et cette question ne relève bien sûr pas du Conseil d'État, elle relève du seul champ politique et donc de la représentation nationale. Et nous sommes heureux que vous ayez été intéressés par l'étude que nous avons produite, parce que ces grands choix vous appartiennent. Voilà pour la présentation que j'ai essayé de faire la plus synthétique possible des grands messages de notre étude, et peut-être que la présidente de Boisdeffre et le président Reynaud et Mélanie Villiers peuvent répondre aux questions que vous avez posées dans vos introductions pour être très précis sur les réponses. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, vous avez eu l'amabilité de nous inviter. J'en suis très honorée et j'ajoute mes remerciements modestes à ceux que Monsieur le Vice-président vous a exprimés. Je voudrais aussi vous remercier, Madame la Présidente de la Commission des lois, parce que vous avez indiqué que l'étude était très complète. Alors, pour plaisanter un peu, vous n'avez pas dit, mais elle fait plus de 500 pages, elle peut l'être. Cela dit, il y a une synthèse de 20 pages, et en toute hypothèse, permettez-moi de dire que l'acuité et la pertinence de vos questions montrent que vous l'avez bien lu. Et j'ai coutume de dire également, en souriant, que le plus beau résumé peut-être, c'est un dessin de Plantu, dont j'espère qu'il n'a pas échappé à votre attention, et qui est à la page 530 et qui, quelque part, résume tout. Je vous montrerai peut-être à la fin de l'audition, si vous le souhaitez. Alors, cela dit, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, vous avez apporté un bémol à ce caractère complet, en nous disant, c'est la première question que vous nous avez posée, que nous n'avions pas tellement traité du rôle des parlements nationaux, qu'en tous les cas, nous n'avions pas fait de proposition à cet égard. C'est plutôt cela. Alors, je voudrais rappeler que c'est un positionnement que nous prenons de façon générale, c'est-à-dire que nous considérons que dans les recommandations que nous faisons, elles s'adressent, j'allais dire, plus à l'exécutif, même si, vous avez vu, nous ne sommes pas privés quant aux autorités européennes, mais que quand nous sommes dans le cadre national, il ne nous appartient pas de faire des recommandations qui toucheraient au rôle du Parlement. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons regardé ce qui existe, le vice-président le disait, et ce qui existe, vous le savez tout aussi bien que moi, c'est l'organisation du rôle des parlements nationaux par le protocole 1, qui est donc relatif à ce rôle lui-même, et le protocole 2, sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, donc protocole annexé au traité d'Amsterdam. Et il nous a semblé, quand nous avons rédigé l'étude, que les mécanismes qui étaient prévus, alors il est certain que la Commission envoie tous les textes, les différentes organisations les envoient,
mais que l'usage qui était fait par le Parlement, et d'ailleurs nous regardions les choses un peu largement par les parlements, n'était peut-être pas aussi répandu qu'il pourrait l'être. Mais nous avons un démenti, évidemment, par l'action que vous évoquiez, Monsieur le Président, carton jaune, carton vert, et nous avons également, si j'ose dire, un autre démenti qui nous a été apporté par Monsieur le Vice-président de la Commission des Affaires étrangères, c'est celui de l'avis motivé que vous avez rendu. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Il nous semble en effet qu'une plus grande implication des parlements nationaux serait tout à fait intéressante, mais nous l'avons abordée par un autre angle, non pas, vous voyez, par l'action des parlements nationaux, mais par le fait que l'ensemble des représentants de la Commission, voire les commissaires eux-mêmes, devraient être plus présents devant les parlements nationaux, devraient plus donner d'informations, à la limite se déplacer. Et puis, nous avons beaucoup insisté, c'est le second temps de ma réponse sur ce point, sur ce qui pourrait être fait du côté du Conseil. Parce que la Commission, elle a déjà un monsieur subsidiarité. Et c'est notamment à lui que je pense, qui pourrait venir expliquer effectivement comment ce respect de la subsidiarité se fait devant tel ou tel Parlement, et notamment devant le nôtre. Mais le Conseil, à notre avis, pourrait être plus présent. Le Conseil, c'est la voix des États, vous le savez, dans le système institutionnel européen. D'où nos propositions. Un point régulier au Conseil Affaires générales, chaque semestre, sur la question de la subsidiarité. La création en symétrie ou en miroir du monsieur ou de madame subsidiarité de la Commission, la création auprès du Conseil d'un monsieur ou d'une madame subsidiarité. Ça permettrait déjà un dialogue qui pourrait être intéressant. Et puis, le Conseil peut, pour ce faire, le monsieur ou madame subsidiarité peut s'appuyer sur le secrétariat général, et notamment sur le service juridique du Conseil, dont une des missions est de veiller au respect du principe de subsidiarité. Et il nous semble que, vous voyez, ces créations, à traité constant, Monsieur le Vice-président l'a rappelé et j'y reviens, pourraient changer la donne, peut-être, et faire évoluer au moins les esprits, et plus engager dans le sens de la subsidiarité. Dans le même sens, nous estimons qu'il serait utile, le vice-président y a fait allusion, j'y reviens un instant, que le président du Conseil européen puisse aussi passer davantage de temps dans les capitales des 27 États membres, afin de jouer un rôle de trait d'union entre le niveau européen et le niveau national. Cela avait été fait au moment du Brexit par notre Premier ministre en fonction, mais cela avait été fait aussi, alors à l'époque plutôt par le président de la Commission, Jacques Delors, qui avait comme coutume d'aller, le nombre de pays était moindre, mais d'aller régulièrement dans chaque capitale européenne et de rencontrer, de s'exprimer, ou de rencontrer des parlementaires, de rencontrer des journalistes, des acteurs de la vie civile. Et nous pensons que c'est une très bonne chose. Et je dirais enfin qu'il est très important, ils le font, mais que nos négociateurs, effectivement, soient attentifs au quotidien sur ce respect de la subsidiarité. Qu'ils le soient pour déterminer effectivement si la limite n'est pas franchie. Pour également déterminer, on l'a dit, quel est l'instrument juridique le plus adéquat, car règlement et directive, ce n'est pas tout à fait le même effet, hein, nous le savons en droit interne, mais vous avez remarqué que les règlements, à l'heure actuelle, deviennent de plus en plus longs et finalement, voilà, que la frontière entre règlement et directive n'est peut-être plus toujours aussi nette. Et troisième élément, c'est faire attention à la base légale qui est choisie, car si l'on multiplie le choix d'un article marché intérieur, eh bien, les votes, les modalités d'adoption changent. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette première question. Et si vous me permettez, je vais enchaîner sur les clauses boucliers que vous avez évoquées également. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, on est d'accord? Alors, effectivement, donc, la clause bouclier en matière de sécurité nationale. Vous avez vu que c'est une expression assez forte. Et quand il s'agit de sécurité, le bouclier, c'est efficace. Enfin, on espère en tous les cas.
Alors, le traité de l'Union européenne prévoit, en son article 4, paragraphe 6, je le cite, « L'Union européenne respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. » Il précise également que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. Mais dans la pratique, et notamment dans une partie de la jurisprudence développée par la Cour de justice de l'Union européenne, lorsqu'elle est amenée à interpréter la portée de tel ou tel texte de droit dérivé, l'on peut observer une tendance à accorder une moindre attention à cette clause de limitation de la compétence de l'Union, qui est là, mais qui est en fond général, en arrière-plan. Nous l'avons constaté dans notre activité de juge au Conseil d'État, s'agissant des données de connexion ou s'agissant du temps de travail des militaires. Nous recommandons donc de prévoir de manière un peu systématique, mais évidemment quand la question se pose, mais de déterminer justement pour savoir si la question se pose, de bien anticiper les choses. Sur le temps de travail des militaires, on n'a peut-être pas suffisamment anticipé qu'il pouvait y avoir permettez-moi l'expression, des effets de bord. Donc, de prévoir de façon un peu systématique l'ajout dans les textes de droit dérivé de cette clause bouclier qui fasse expressément écho dans le texte en cause à la réserve générale que je rappelais au début de mon propos. Parce que là, ça fait vraiment feu rouge ou feu orange, mais en tous les cas, cela se voit. Et cela, d'ailleurs, se fait déjà de manière assez systématique dans les textes du domaine justice, affaires intérieures. L'objectif serait donc pour nous, texte par texte, de permettre un véritable équilibre dans l'interprétation des dispositions plutôt que de s'en remettre à la clause générale, qui est certes, je le répète, insérée dans le traité lui-même, mais qui n'est peut-être pas toujours suffisamment prise en compte. Et pour terminer sur cette question, et je pense qu'après le relais sera pris peut-être par Fabien sur le point suivant, je vais faire une sorte de transition. C'est un sujet que nous abordons dans le dialogue des juges que vous évoquiez. Et je m'avance avec prudence. Mais il me semble qu'à propos des données de connexion, la toute dernière décision de la Cour de justice qui modifiait un petit peu le niveau des conditions pour pouvoir mettre en œuvre certains procédés, manifeste une évolution. Et une évolution sans doute due au dialogue que les juges, et pas seulement nous, pas seulement les juges français, ont eu avec elle sur ces sujets de très grande importance. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs et Mesdames, Messieurs, je prends la suite donc du Vice-président et de la Présidente de Boisdef pour peut-être apporter des réponses aux questions qui nous ont été posées, notamment sur la question de la marge d'appréciation que nous recommandons que la Cour de justice donne davantage dans l'interprétation qu'elle donne du droit européen aux États membres dans les domaines qui touchent au rôle essentiel des États membres, à savoir donc la sécurité nationale, l'intégrité du territoire, l'ordre public, etc. Alors, je crois que nous le soulignons dans l'étude, c'est vrai que la difficulté vient de ce que la marge d'appréciation, c'est une notion qui est bien connue de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle part d'un rôle assez différent. Elle a appliqué un texte unique, relativement ancien, à des situations concrètes et actuelles. Donc, pour le faire, elle admet qu'il y ait une marge d'appréciation entre les États membres. Elle regarde s'il y a un consensus entre les États membres sur l'interprétation que l'on peut donner à tel ou tel droit, etc. La Cour de justice, c'est vrai qu'elle part d'un rôle, tel que le définit les traités, qui est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'elle doit assurer l'application uniforme dans un espace intégré de normes techniques et qui sont évolutives, puisque le législateur de l'Union intervient régulièrement.
Donc, il y a ce point de départ très différent. Cela dit, ce qui nous semble, c'est que le droit de l'Union se développe, et se développe notamment dans des domaines dans lesquels il peut toucher, porter atteinte au rôle essentiel que les États ont en matière de sécurité nationale, d'ordre public, de défense, etc. Et donc, il nous semble que dans ces domaines en particulier, il y a d'une part la clause de réserve générale que prévoient les traités, il y a d'autre part les clauses boucliers dont nous appelons de nos voeux le développement, mais il y a aussi, je crois, de la part de la Cour de justice, enfin, il nous semble, la nécessité, lorsqu'elle interprète le droit de l'Union dans un domaine qui est susceptible de porter atteinte à ce rôle essentiel des États membres, la nécessité de tenir compte de la différence qui peut exister, des différences de situation qui existent entre les États membres. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, la Cour de justice a donné certains signaux qui sont peut-être encore un peu trop faibles à notre goût, mais qui sont quand même intéressants, notamment dans l'affaire du temps de travail des militaires, lorsqu'elle a été saisie de cette question par une affaire slovène. La Cour de justice a dit à plusieurs reprises dans son arrêt que les États membres n'étaient pas confrontés à la même situation géostratégique, n'étaient pas confrontés aux mêmes menaces, n'avaient pas les mêmes responsabilités internationales dans ce domaine. Et donc, elle a semblé être prête à s'engager dans ce qui est quand même quelque chose de très nouveau pour elle, puisque, comme je le disais, elle part d'une logique un peu inverse. Donc, il nous semble que ça, c'est une évolution qui est intéressante. Et donc, l'étude donne aussi le signal, et ça fait partie du dialogue des juges. Nous avions, pour réaliser notre étude, nous avons auditionné le président de la Cour de justice. Donc, nous avons eu un dialogue aussi avec lui, un dialogue qui a été très utile, on s'est dit les choses de manière très, très directe. Mais donc voilà, il y a des évolutions qui nous semblent intéressantes et sur lesquelles on a voulu insister dans l'étude. Alors, vous nous avez demandé ensuite pourquoi le Conseil d'État ne s'était pas engagé dans un contrôle de l'ultra-viresse. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, et c'est ce qu'a dit le vice-président, mais je me permets d'insister sur ce point, c'est que dans nos arrêts d'assemblée French Data Network et Bouillon de 2021, nous avons dit, et je crois qu'il n'était finalement que le développement d'arrêts plus anciens, de l'arrêt Saran de 1998, dans lequel on avait dit c'est la Constitution qui prime, l'arrêt Arcelor de 2007, dans lequel nous avons imaginé que s'il y avait une contestation d'un acte qui transpose une directive au regard de la Constitution, eh bien, s'il y a l'équivalent du droit prévu par la Constitution au niveau européen, on pose une question à la Cour de justice, mais s'il n'y a pas l'équivalent, on fait prévaloir la Constitution. Et donc, dans les arrêts de 2021, ce que nous avons explicité de manière encore plus claire, ce qui était déjà contenu dans ces décisions de 98 et 2007, nous avons dit qu'en cas de divergence irréconciliable entre un principe constitutionnel et des exigences du droit de l'Union, eh bien, nous ferions prévaloir le principe constitutionnel. Donc, voilà, nous l'avons dit clairement. Fort heureusement, nous n'avons pas encore été confrontés à une situation de divergence irréconciliable entre les exigences du droit de l'Union et celles de la Constitution, mais si ça arrivait, notre réponse est claire. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas fait le contrôle, nous avons refusé de nous engager dans la voie du contrôle ultra-viresse. Pourquoi ? Parce que le contrôle ultra-viresse, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrôle qui regarde le droit dérivé, la validité du droit dérivé au regard des règles de compétence entre les États et l'Union tels qu'ils sont définis par les traités. Or, le rôle de vérifier la conformité du droit dérivé au traité, c'est le rôle de la Cour de justice tel que du moins les traités les définissent. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a semblé qu'il n'était pas possible d'aller jusque-là. Mais je voudrais dire, et sous le contrôle du vice-président, et c'est ce que nous disons naturellement dans l'étude, c'est que même si
ces deux voies sont théoriquement différentes, celle du contrôle ultra-vires et celle du contrôle par rapport, enfin, un contrôle qui vise à donner le dernier mot à la Constitution. En pratique, je crois que ça arrive à un résultat qui est très proche en réalité, puisque de toute façon, ça arrive à dire que, à la fin, s'il y a une divergence irréconciliable entre le droit de l'Union et la Constitution, c'est la Constitution française qui prévaudrait. Donc je crois qu'au fond, même si les chemins théoriques ne sont pas exactement les mêmes, ils arrivent en réalité à la même situation. Alors peut-être, si le vice-président me donne l'autorisation de poursuivre tant que j'ai la parole, peut-être dire un mot sur ce que nous avons appelé la méthode d'action coordonnée, puisqu'il y a eu une question sur ce point. Alors, je crois qu'en réalité, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain, c'est-à-dire que peut-être que c'est un mot un peu, enfin une expression un peu pompeuse pour quelque chose qui est en réalité du bon sens. C'est-à-dire que ce que nous disons, c'est que l'une des difficultés auxquelles on se trouve confronté dans le monde actuel, dans l'exercice de la souveraineté, c'est qu'il y a un certain nombre d'instruments qui ont été transférés au niveau européen, et il y en a un certain nombre d'autres qui restent au niveau national. Et si l'on veut être efficace, notamment face aux concurrents que nous avons, américains, chinois et autres, nous avons besoin de mobiliser tous nos instruments au service d'objectifs stratégiques définis en commun. Donc, c'est tout simplement ça, ce que nous appelons la méthode d'action coordonnée, c'est-à-dire faire l'effort de définir en commun des objectifs stratégiques et ensuite mobiliser tous les instruments, qu'ils soient au niveau national ou au niveau européen, pour les réaliser. Et nous donnons l'exemple de la politique de concurrence qui est au niveau européen, pour l'essentiel en tout cas, et de la politique industrielle qui, elle, pour l'essentiel, est au niveau national. Et nous disons il serait, à notre avis, opportun d'essayer de mieux concilier ces deux politiques, et on pourrait le faire, par exemple, en réunissant un groupe de personnes qualifiées qui seraient chargées de faire des propositions très concrètes, très opérationnelles, sur comment mieux articuler ces deux politiques et de soumettre ces propositions à l'autorité politique pour qu'elle puisse prendre les décisions qui s'imposent, et ensuite assurer une mise en œuvre qui dépasse justement ces effets de silo, qui peuvent être en plus des effets de silo à la fois verticaux et horizontaux, c'est-à-dire que les effets de silo des politiques qui s'ignorent les unes les autres et les effets de silo horizontaux avec le niveau de l'Union et le niveau national. Donc voilà, la méthode d'action coordonnée, c'est tout simplement cela, c'est essayer de mettre toutes nos forces, en réalité, de les cumuler au service d'objectifs définis en commun et qui permettent, pour reprendre l'exemple que je citais, d'avoir une base industrielle européenne qui soit prospère, solide, efficace et à même de concurrencer efficacement les grands ensembles qui sont nos concurrents. Je vais aborder la question de la codification que vous avez posée également, Monsieur le Président. Nous sommes en pointe sur cette question depuis 220 ans au moins. Le Code civil est de 1804. Et la codification en Europe existe. Il y a par exemple un Code des douanes, mais elle est beaucoup moins développée et la méthode suivie est plus complexe parce qu'il s'agit d'une codification à la fois beaucoup plus ponctuelle, mais surtout qui ne se fait pas à droit constant, comme en France. Et c'est donc beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, ce qu'il nous a semblé, c'est que, de même qu'en France, nous faisons de la codification pour faciliter l'accès au droit et pour faciliter la lisibilité du droit, il pourrait être intéressant de le faire au niveau européen. On aurait ainsi un droit européen, on le sait, très touffu, un peu plus organisé, un peu plus visible, un peu plus lisible et peut-être aussi plus cohérent. Parce que l'effort de codification oblige à regarder tous les textes et à voir s'il n'y en a pas qui entrent en collision, si je veux dire, les uns avec les autres. Toutefois, il nous semble que même si certains promeuvent en France, mais aussi en Allemagne, l'idée très ambitieuse d'un code européen des affaires, ce qui a du sens, mais soulève une question politique, en toute hypothèse, travailler à la codification dans le domaine européen devrait pouvoir au moins dans un premier temps se faire à droit constant, plutôt que, comme c'est envisagé dans ce code, de créer complètement un autre corpus.
majorité qualifiée, peut-être d'un mot. Oui, peut-être sur le vote à majorité qualifiée, parce que là, la réponse, je l'ai déjà faite un peu implicitement, mais on est à traité constant, donc on a analysé les enjeux de l'extension du vote à majorité qualifiée ou pas, mais sans se prononcer. Là, il n'y a aucune recommandation dans un sens ou l'autre, puisqu'on était dans la limite du traité constant. Est-ce que tu veux parler de l'avis motivé ? Alors, oui, sur l'avis motivé, puisque alors, on l'a regardé, mais alors, compte tenu du calendrier dans lequel nous avons travaillé, cet avis motivé de juin, nous sommes prononcés sur l'étude en début juillet et il n'a pas été pris en compte, on ne s'est pas prononcé. Donc je n'ai pas de délibération collective du Conseil d'État ayant analysé cet avis. J'en suis désolé, ça a été juste une question de calendrier. Mais voilà, donc je ne peux pas évidemment me prononcer sur ce point, même si je l'ai regardé avec beaucoup d'intérêt. Ceci dit, vous avez un panel plus élargi que celui dont on a parlé, parce que la Commission des affaires européennes en produit pléthore des avis motivés. Peut-être sur l'espace civique. Sur l'espace. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs, je m'associe également aux remerciements évoqués par le Vice-président, la Présidente de Boisdef et le Président Reynaud. Alors, sur l'espace civique de confiance, cette proposition s'inscrit dans notre première proposition de l'étude, qui est un peu cardinale et qui vise à conforter les modes d'expression de la démocratie et à repenser en particulier, en contrepoint évidemment de l'importance de la démocratie représentative, les outils de la démocratie directe. Et cette proposition s'inscrit dans ce cadre. Nous nous sommes demandé comment concrètement on pouvait préparer le terrain, ou mieux préparer le terrain à l'organisation d'un éventuel référendum en tenant compte du fait, comme vous l'avez indiqué Madame la Présidente, du fait que notre pays est exposé, comme certains de nos voisins l'ont d'ailleurs éprouvé récemment, à des risques de manipulation et de désinformation en ligne. Et donc l'idée de se doter d'outils permettant d'éclairer le débat public sur la question soumise à référendum, à l'instar de ce qui se pratique dans d'autres pays. Donc on a été un peu voir ce qui se faisait ailleurs. Donc en Suisse, par exemple, on élabore des brochures d'information à destination des électeurs dans le cadre des référendums. Aux États-Unis, l'État d'Oregon pratique depuis un certain nombre d'années une forme assez aboutie de ce type de dispositif à travers ce qu'ils appellent la Citizen Initiative Review, qui conduit à ce qu'une assemblée de citoyens tirés au sort produise à l'attention des électeurs, invités à se prononcer sur une question donnée, tirée d'une initiative citoyenne, une analyse présentant à la fois les enjeux et puis les arguments en faveur du oui et du non. Et donc on s'est dit aussi qu'on pouvait contribuer à la qualité de la délibération par un autre moyen, qui est donc cet espace civique de confiance numérique, tirant parti de toute la potentialité du numérique et du fait que nos concitoyens se nourrissent beaucoup aujourd'hui sur les réseaux et sur le numérique. Donc la mise en place d'une plateforme numérique leur offrant un accès à une information vérifiée, et à une présentation structurée des conséquences prévisibles ou des effets à attendre de tel ou tel choix. Alors on a identifié quelques prérequis à la mise en place de cet espace numérique de confiance. D'abord le fait que la façon de formuler les choses ont évidemment une très grande importance. Il faut éviter l'écueil consistant à donner l'impression qu'on voudrait édicter une bonne parole, ce qui aurait pour effet direct de réduire l'initiative à néant. Et donc, pour résumer les choses, on se dit que l'approche pourrait consister à finalement une forme de mise en perspective des positions en présence sur un sujet donné et sur la base de données partagées, ce qui nécessite d'associer les parties prenantes, toutes les parties prenantes, avec les regards différents de ces parties prenantes à l'élaboration des contenus. Naturellement, la construction d'un espace civique numérique de confiance doit veiller aussi à la prise en compte des enjeux de cybersécurité, qui sont évidemment cardinaux. Et puis de façon très concrète sur la conception de l'outil, sur comment on le met en œuvre. Et donc pour éviter cet écueil d'une parole qui serait descendante ou d'une parole qui serait purement étatique, il nous semble qu'il serait important d'associer d'emblée à la conception un large panel d'acteurs, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, intégrant notamment les autorités administratives indépendantes comme l'ARCOM,
ou comme la Commission nationale du débat public, dont il nous semble qu'elle pourrait être un peu la cheville ouvrière de cet outil, en constituant une forme de point d'appui ou d'accueil des projets qui, du coup, nécessiteraient la mise en réflexion de contenu. Pourrait être également associé à la conception de l'outil les fondations politiques, des chercheurs, des acteurs de la civic tech et puis des médias. Parce que voilà, il me semble que l'ensemble finalement des panels d'acteurs devraient être associés. Et donc, ce qu'on suggère dans l'étude, c'est qu'un groupe de travail pourrait être constitué à froid, donc avant même qu'un texte référendaire finalement soit mis à l'ordre du jour, pour travailler sur les questions méthodologiques, qui sont évidemment très importantes, et puis techniques du projet, également pour travailler sur les règles de gouvernance de la plateforme pour garantir son indépendance, parce qu'évidemment ça c'est un sujet cardinal, et son impartialité avec donc des règles de supervision. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous nous donnez encore 2 minutes, on peut évoquer peut-être avec le famille Reynaud la question de la défense et de l'articulation entre la souveraineté nationale et les enjeux européens, peut-être. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, ce que nous rappelons dans l'étude, c'est naturellement d'abord que, évidemment, la compétence en matière de défense est une compétence essentiellement nationale. Il existe néanmoins des éléments de compétences au niveau de l'Union européenne en la matière, et c'est notamment tout ce qui est la PESD, la politique européenne de sécurité et de défense, et notamment, on le sait, la clause de défense mutuelle de l'article 42.7, dont la France avait été une des grandes promotrices lorsque les traités avaient été révisés pour y inclure justement des responsabilités plus grandes en matière de défense en faveur de l'Union européenne. Et puis aussi, il y a les domaines dans lesquels l'Union européenne, en exerçant ses compétences, est susceptible d'affecter positivement ou négativement la capacité des Européens à se défendre, et c'est notamment tout ce qui est dans le domaine de l'armement, où on est évidemment à la frontière de compétences classiques et de compétences en matière de défense. Donc là encore, ce que nous disons dans l'étude, c'est en lien avec ce qu'a déjà rappelé la présidente de Boisdef sur la subsidiarité et ce qu'on disait sur la méthode d'action coordonnée, c'est-à-dire c'est être vigilant. Et ça, c'est notamment évidemment un message à nos négociateurs, mais pas uniquement, être vigilant pour que, d'une part, il n'y ait pas d'ingérence de l'Union européenne dans un domaine dans lequel son rôle n'est quand même que demeure second, mais que d'autre part, l'exercice des compétences de l'Union aille dans le sens d'une meilleure défense des Européens. Et c'est tout ce qui est en train de se nouer aujourd'hui, compte tenu de... Enfin, en tout cas, c'est les questions qui se posent aujourd'hui, compte tenu de ce que vous rappeliez, Monsieur le Président, sur la situation actuelle et les échos du débat de la CED. Le président Reynaud souhaite que je termine là-dessus avec l'accord du vice-président, parce que je préside aussi le comité d'histoire du Conseil d'État. Alors, on va faire très peu d'histoire d'ailleurs, mais vous rappeliez, Monsieur le Président, effectivement, que les débats autour de la communauté européenne de défense, qui avaient profondément divisé le pays entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. On était dans un contexte totalement différent. On était en train d'essayer de construire la communauté économique du charbon et de l'acier, et puis il s'agissait d'une initiative française, aussi rappelons-nous, qui avait en fait pour but d'éviter que le réarmement de l'Allemagne se fasse dans un cadre national. Et donc l'idée, c'était qu'on allait j'allais dire le noyer, enfin en tous les cas l'intégrer. Voilà, à l'époque le communautariser, je crois que c'est un terme qui est plus adéquat. Aujourd'hui, c'est très différent, parce que nous avons l'Union européenne, les États ont construit l'Union, mais en même temps, la défense nationale, c'est bien de la compétence des États. En outre, nous sommes dans une situation, je ne sais pas si on peut dire historiquement aussi différente, je ne sais pas si elle est meilleure ou si elle est pire, mais en tous les cas, nous avons à nouveau la guerre en Europe. Nous avons donc la montée de menaces directes peut-être et diffuses,
Et puis, nous avons aussi des incertitudes quant au niveau, sinon même au principe de l'engagement américain. Donc, il est clair qu'il faut se poser des questions. Le choix ensuite est politique, démocratique. Et j'ajoute à cela, et vous ne l'avez pas évoqué, la question de la dissuasion nucléaire, qui est aujourd'hui finalement le chapeau de cette question de la défense européenne. Je partage totalement ce qui a été dit. Mais oui. Y ajouter, vous évoquez, Madame la Présidente, le fait, effectivement, il y a dissuasion, mais vous évoquez le fait qu'il faut, c'est une question démocratique, on en convient. Le problème, c'est qu'on venait aussi que passer par un règlement n'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de débat démocratique qui permettrait d'avoir dans les parlements, au niveau des États, une vraie question de fond. C'est-à-dire, c'est le souci dans ce cas-là, c'est sous l'angle de on a fait des choses dans l'urgence et c'était normal sur la question ukrainienne, il y a un doigt dans un engrenage. C'est en cela que nous disons que la question démocratique au regard du traité de l'Union, vous évoquez l'article 4, et aussi la question de la dissuasion nucléaire et des enjeux, doit nous interroger sur comment on y rentre et sous quelle forme et jusqu'où. C'est ça en fait le débat qui nous est porté. C'est pas tant le principe, c'est aussi les modalités mêmes. Et aujourd'hui, le choix qui est fait d'un règlement ne permet pas d'avoir ce débat-là, je veux dire, sereinement. C'est pour ça, Monsieur le Président, que nous avons tant insisté sur le respect du principe de subsidiarité. Je vais en profiter pour... J'ai été rapporteur d'une commission d'enquête au sénatorial avec comme président M. Dominique Delège sur notamment la question des ingérences où à la fin on évoque le fait que c'est une mobilisation de l'ensemble de la société qui permet de répondre et de combattre ces ingérences-là. Et parmi les éléments, donc juste ça fait rebond à deux choses que vous avez évoquées. D'abord la question que vous avez évoquée, Monsieur le Président, la question du renforcement de l'enseignement civique. Peut-être que même il faut peut-être élargir, c'est-à-dire que notamment quand on fait le modèle finlandais ou estonien, c'est tout l'enseignement, à chaque fois dans quelles que soient les matières, je reprends par exemple les mathématiques, c'est d'expliquer comment on peut trouver, comment on monte une courbe et quelles sont les données, comment on peut tourner les choses dans tous les sens. Donc c'est-à-dire que c'est dans toutes les matières et pas seulement un enseignement à part entière. Je pense que ça c'est aussi un changement de paradigme, je crois, qui aurait son importance. Et deux, dans ce que vous évoquez sur l'espace civique de confiance numérique, je partage avec un bémol, et je ne sais pas comment y répondre, peut-être que vous avez la réponse, c'est aujourd'hui la puissance telle des big tech et de la nouvelle technologie. Et donc, vous avez évoqué dans votre proposition qu'il ne fallait pas tomber dans l'écueil de l'ORTF, pour faire simple et caricatural, parce que nous parlions d'histoire. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, mettre cet espace numérique face à des puissances... Madame la Présidente Jourda évoquait les GAFAM, donc les big tech, qui, je rappelle, ont une telle puissance que, notamment, si on prend l'exemple américain, pour certains d'entre eux, participent même de la défense nationale américaine. On en est là aujourd'hui. Je ne vous parle pas de l'intelligence artificielle, etc., qui nous font des bons. Donc c'est vrai que oui, au principe, et la question, moi, le bémol que j'y vois, c'est aussi, dans sa mise en place, c'est la capacité d'existence d'un dispositif dans celui-là, face à l'avancée telle. Et là, pour le coup, c'est un domaine où l'Europe, sa souveraineté, j'ai envie de dire, numérique, même s'il y a des avancées, il faut souligner ce qu'a fait le commissaire Breton. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet, notamment, mais je veux dire, sur le DSA ou autre, c'est une vraie question. Là, pour le coup, la souveraineté européenne aurait, je crois, son sens le plus premier. Je vais peut-être réagir, comment dirais-je, en remontant, et puis me faire compléter, hein, parce que c'est vraiment quelques réactions un peu pointillistes. La première chose, c'est que vous avez entièrement raison, Monsieur le Président, de souligner quand même là la force normative de l'Europe en matière numérique. Il y a quand même eu d'abord le RGPD, le Règlement général de la protection des données. Il a peut-être été très critiqué, mais s'il n'empêche qu'il a entraîné des pays non européens, aussi importants que le Japon, l'Inde ou autres, à élaborer des documents qui s'en inspirent. Et d'autre part, dans la mesure où le marché européen est un marché considérable pour les GAFA, il a conduit quand même les GAFA à s'y plier. Donc, c'est un élément extrêmement puissant. Et également, les deux règlements que vous avez cités, les deux plus récents de 2022, le Digital Market Act, donc le DMA, le Digital Service Act, donc le DSA, qui, de la même façon, là c'est pour la réglementation des plateformes, et notamment des très grandes plateformes, mettent en termes de concurrence, comme en termes de contenu, des règles qui sont
fortes, qui vont d'ailleurs pour les très grandes plateformes être mises en place par la Commission. Et je vous indique, ou je vous rappelle que dans notre étude sur les réseaux sociaux, nous avions dit qu'il faudrait quand même que la Commission ait les moyens de mettre en œuvre. D'après les échos, nous essayons de suivre un petit peu, vous savez, les choses. D'après les échos que nous avons, ces moyens ont l'air de bien arriver, ainsi qu'une meilleure articulation. Là aussi, on pourrait parler de méthodes d'action coordonnées entre, au niveau européen, toutes les directions concernées, DG Connect, DG Concurrence, etc., et au niveau donc national, les autorités administratives concernées, et entre les deux niveaux. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut faire, c'est certain, et je voulais y revenir parce que c'est vrai que vous l'avez signalé et ça nous paraît très important. Alors, ensuite, vous disiez à propos, mais Mélanie complétera parce que à propos de l'espace civique de confiance, mais comment peut-on faire poser ça par rapport aux grands GAFA et tout? Je dirais que en termes de sécurité, on a quand même un très beau travail qui se fait en France, sous l'égide de l'ANSSI notamment. Et donc, il y a une, je l'espère, et sous son impulsion, non seulement des techniques pour essayer de répondre aux attaques cyber et tout ça, on a fait, je crois, des progrès. On est plus au courant qu'avant de l'existence des attaques cyber. Mais je pense qu'on en... je crois que l'on en évite un certain nombre. Et par ailleurs, au-delà de la technique, il y a l'esprit... Enfin, il faut que nous prenions conscience du risque cyber. Tout un travail est fait auprès des entreprises, auprès des établissements publics, auprès évidemment des administrations. Mais je crois qu'en tant que citoyens, nous devons en être aussi conscients. Et je retrouve ainsi le premier point de votre intervention sur l'éducation civique, qui doit intégrer une sensibilisation au numérique dans ses avantages comme dans ses inconvénients, qui doit intégrer sans aucun doute, nous y faisons allusion également dans notre étude, et cela avait été très souligné lors de la première conférence par le général Lanata, pardonnez-moi, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Il faut aussi quand même qu'on développe un esprit de défense chez tous nos concitoyens. Vous citiez la Finlande. La Finlande fait ça aussi. En complément des propos de la présidente de Boisdeffre, sur les différentes dimensions de votre question. Alors, d'abord sur la dimension éducative, et pour compléter ces propos, on a mis en avant dans l'étude une proposition consistant à suggérer la présence un peu plus marquée dans les établissements scolaires d'acteurs qui ne seraient pas uniquement des enseignants. Alors, bien sûr, il faut renforcer le volet éducation opéré par des enseignants, mais on suggère aussi que des élus ou des représentants d'administration puissent venir expliquer à la fois aux enfants à l'école élémentaire et aux collégiens et lycéens leur métier, leur exercice, leur fonction, parce qu'en fait, quand on nourrit mieux encore la compréhension des enjeux démocratiques du système quand on est finalement un acteur de ce système et quand on a des anecdotes à transmettre. Et on cite une association qui monte en puissance au niveau national qui s'appelle Parlons démocratie et qui exerce ce rôle. Ensuite, dans cet esprit de défense que vous évoquez également, Monsieur le Président, nous suggérons dans l'étude une proposition consistant à s'appuyer davantage sur les collectivités territoriales et sur le monde de l'université pour développer la réserve citoyenne, la garde nationale. Aujourd'hui, il y a des marges de manœuvre finalement à développer dans ces deux secteurs assez significatifs et il y a des collectivités qui s'y engagent. J'ai vu hier ou avant-hier que le président de la région des Hauts-de-France avait signé une convention avec le secrétaire général de la garde nationale. Donc il y a des actions qui sont menées, mais il y a encore beaucoup à faire pour finalement élargir cet esprit citoyen en permettant à des fonctionnaires ou des étudiants de s'engager dans cette réserve citoyenne. Et enfin, sur le sujet des GAFAM, et au fond sur la concurrence qu'ils pourraient présenter face à l'espace civique numérique. Alors, certes, l'information se trouve dans les GAFAM, mais ça n'interdit pas finalement à la puissance publique de construire un outil d'éclairage. Et ces GAFAM eux-mêmes
Bien sûr, et ces GAFAM eux-mêmes ont conscience des enjeux démocratiques. Ils ont, par exemple, si je prends l'exemple de Google, une fondation qui a mené et lancé récemment un appel à projet européen pour identifier des pratiques pour finalement répondre à ce souci de renforcement de la démocratie. Donc on a certainement des marges de construction avec eux également possibles. Je voudrais, si vous me permettez, revenir sur la question de l'enseignement, parce que un petit peu de façon sous-jacente de toute l'étude, mais comme de celle qu'on avait fait précédemment, je crois que, et je vous rejoins pleinement, enfin nos travaux rejoignent pleinement ce que vous avez avancé, il y a l'enseignement civique, qui est ciblé parce qu'il faut connaître les bases, apprendre, être sensibilisé par des professionnels, par des porteurs de l'esprit civique, du service public, de ce que représentent les institutions publiques dans une démocratie. Mais je crois que tout l'enseignement, dans la mesure où il conduit les enfants, les jeunes, les adolescents à la rationalité, à l'approche de la raison, du raisonnement, donc de l'esprit critique, et tout ceci, et ça c'est dans toutes les disciplines. Le raisonnement que vous preniez, je suis sensible aux exemples mathématiques, mais le raisonnement que vous preniez a un effet sur la construction de la façon d'analyser les choses, y compris dans la formation, etc. Et donc je crois que c'est effectivement l'ensemble de l'enseignement qui est un facteur puissant de confortation de la citoyenneté et donc d'exercice de la souveraineté. Et donc je crois que c'est vraiment... On a ciblé notre propos sur l'enseignement civique, parce que c'est son objet, mais je crois vraiment que l'enseignement en général, c'est la base quand même de notre citoyenneté et donc du bon exercice de notre souveraineté. Bien, pas d'autres questions. Je n'en vois pas. Donc c'était très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je pense que c'est un long chemin. On aura probablement d'autres étapes. Le temps long l'année prochaine. Merci pour cette invitation, Monsieur le Président, pour votre accueil.